Bienvenue au podcast. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Théo. Théo, c'est un de mes amis préférés, avec qui on a beaucoup parlé. Quand on s'est rencontrés la première fois, on a passé à peu près 2 heures à discuter. Ouais. Et on est bavards tous les deux, mais quand même, je trouve qu'on est un peu des frères d'esprit. Et on a beaucoup de choses en commun. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis ravi de vous présenter Théo, qui va vous parler de plein de sujets intéressants aujourd'hui, dont en particulier, on va faire un point sur le burn-out, parce que c'est sa spécialité. Il aide les hommes et les femmes qui sont en burn-out à aller mieux. Ouais. Ouais. Donc, Théo, est-ce que tu veux bien prendre une minute, je fais toujours ça au début d'un podcast, pour te présenter ton parcours, qui tu es? Ok, je m'appelle Théo Duverger, je suis de formation docteur en médecine vétérinaire. Métier contraint, en gros j'étais bon à l'école, il fallait faire un métier, mon père me poussait pour faire Polytech, moi je voulais déjà emmerder mon père à l'époque, donc j'ai dit je vais faire un autre métier, je vais faire veto, et je me suis complètement planté dans ce métier au sens où j'ai vu beaucoup de burn-out autour de moi, j'ai été aussi en burn-out, et puis une très bonne amie s'est suicidée à cause de ça, c'était vétérinaire aussi, elle s'est suicidée. En tant que veto ? Ouais. Waouh. En tant que veto, tu sais, on a de quoi euthanasier les animaux à portée de main. Donc elle est partie un jour à la clinique, elle a dit à son mari et ses 2 enfants je vais m'occuper des animaux qui sont hospitalisés, et elle est jamais rentrée. Son mari et ses 2 enfants sont partis à la clinique voir où est-ce qu'elle était, et elle avait une perfusion dans le bras, et voilà, terminé, merci, au revoir. Mais attends, là j'ai du mal à comprendre. Enfin, c'est sûr qu'il y a des métiers clichés où on se dit que les gens sont en burn-out. Ouais. Je savais pas que vétérinaire ça en faisait partie. Moi non plus, sinon j'aurais pas fait ça comme métier. Tu vois, il y a genre banquier, médecin, t'as des métiers un peu clichés où on se dit que les gens sont forcément en burn-out, chef d'entreprise. Mais là, Veto, c'est un des métiers où tu as le plus fort taux de suicide et d'alcoolisme. C'est un métier, on se rend pas compte, mais c'est un métier où on te demande beaucoup, tu as une pression de la clientèle, que ce soit en rural, parce que en gros, c'est leur outil de production, les animaux. Donc quand tu arrives dans un élevage où tu leur expliques qu'on va devoir abattre le cheptel parce qu'il y a une suspicion de Creutzfeldt-Jakob ou quoi que ce soit, de maladie de la vache folle. Les fermiers t'attendent avec son fusil. Quand tu es en canine, là tu as une énorme pression aussi, parce que l'animal c'est une membre surface. De la famille. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu as tellement d'affection que tu mets la pression à ton veto. Il n'y a pas beaucoup de moyens. On n'est pas en médecine humaine, donc il n'y a pas la sécurité sociale pour dégainer des IRM et te dire bon c'est gratuit. Non, ça coûte très cher. Donc toute la pression retombe sur le veto. Les chiens, c'est un membre de la famille. C'est le 3e enfant, c'est le 2e enfant. Donc dès qu'il va pas bien, tu es super anxieux. Tu mets la pression sur le veto. Et quand le veto te dit une consultation ça coûte tant, lui sa marge elle est pas énorme du tout en fait. Si tu veux, il va pas déléguer la radio à un centre de radiographie, il doit acheter son appareil de radio, ça coûte un fric fou, et t'es pas remboursé par la sécurité sociale, donc les gens ont pas les mêmes moyens. C'est ça. Et les assurances pour animaux, c'est pas très développé. C'est pas très développé, et c'est pas souvent très bien remboursé. C'est pas encore très très bien remboursé pour l'instant. Dès que t'as un chien qui a problème, qui commence à prendre un peu d'âge, on te dit merci, mais allez. C'est dans les petites lignes, il y a l'exception quoi. Ouais, c'est ça. Moi je me suis retrouvé avec des bulldogs ou des chiens, tu vois, qui ont des problèmes respiratoires. Quand ils prennent un peu d'âge, les assurances ne veulent plus d'eux, et c'est là où en l'occurrence les problèmes arrivent. Donc tu te retrouves face à des gens qui te mettent une pression costaud, qui t'insultent, qui t'agressent. Tu comptes pas tes heures quand t'es veto, tu vois. L'animal il est malade en pleine nuit, tu te réveilles, tu y vas quoi. Et quand t'as une vie de famille à côté de ça, t'as ton business à faire tourner, tu vois que le chiffre d'affaires ne rentre pas, t'as plein de gens qui finissent par se foutre en l'air ou tomber dans l'alcool pour pouvoir justement passer leur nerf. Et quand j'ai vu ça, moi je me suis dit ok, je ne veux pas que la situation continue comme ça, en tout cas pour moi. Je me voyais replonger dans le même système que ma copine, et donc j'ai commencé à m'intéresser à pourquoi les gens tombent en burn-out, pourquoi au niveau psy on rentre en burn-out. Donc je me suis formé à tout un tas de méthodes de coaching, d'accompagnement, et pas uniquement sur la partie psy, sur aussi la partie organisation du temps, gestion interpersonnelle, et j'ai commencé à m'installer comme coach et puis faire en sorte d'accompagner les gens là-dessus.
D'accord, donc tu t'es formé à tout un tas de méthodes. Je me suis formé à tout un tas de méthodes d'accompagnement. Et puis rapidement, j'ai ouvert un cabinet. Et dans ce cabinet, j'ai reçu des sportifs de très haut niveau, des dirigeants de boîte, des dirigeants du CAC 40. Et je me suis rendu compte que les dirigeants, ils avaient un vrai problème de burn-out. Ils étaient tous à deux doigts ou complètement dedans. Ils frôlent avec le ouais. burn-out. C'est toujours, ouais. Ah ouais. Et puis ils m'ont fait intervenir dans leurs entreprises et j'ai vu que il y avait vraiment quelque chose à faire. Tu vois, moi, quelqu'un qui tombe malade du travail, ça me vrille le ventre, quoi. C'est vraiment un truc, je me dis, mais on n'a pas à faire ça. Et surtout, tu vois, le fait de devenir père, ça m'a fait mettre aussi un peu de plomb dans l'aile, dans la tête, pardon, pas de plomb dans l'aile. Me dire, est-ce que c'est ça que j'ai envie de montrer à ma gamine? Un papa en burn-out? Ouais, puis que ou une société en burn-out. Et être adulte, c'est être malade de son travail. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas lui offrir un modèle où, non, être adulte, c'est kiffer sa vie, quoi. Donc, je me suis orienté là-dessus et depuis maintenant pas mal d'années, je ne fais plus que ça. J'accompagne les gens en burn-out. D'accord. Et alors, si on fait un petit pas en arrière, Yes. Qu'est-ce qui fait justement qu'on se tombe malade du travail? Comment t'as dit? C'est quoi l'expression que t'as utilisée? Tomber malade de son travail, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade de son travail? Alors, on a fait un sondage sur à peu près 50 000 personnes. D'accord. Et on a posé cette question. Pourquoi vous êtes entré en burn-out? Les réponses sont toujours les mêmes. Toujours. Trop de pression, trop de travail, un manque de reconnaissance. Tu vois, c'est la promotion alors que j'ai travaillé beaucoup, elle est arrivée chez Michel alors que Michel il n'en foutait pas une. Et le stress. Ça, c'est vachement important à comprendre. Attends, est-ce que tu peux répéter juste? Trop de travail. Trop de travail, donc la quantité. Ouais, exactement. Volume quand même. Trop de pression. La pression. Trop de manque de reconnaissance. Trop de stress. Voilà. Okay. Ça, c'est les causes externes. C'est ce que voient les gens. Tu vois, les gens, quand ils sont en burn-out, ils vont pointer du doigt l'extérieur. Mon manager, il était méchant. Le travail, il était trop machin. Ça, c'est les causes externes. Mais si on va aller regarder un peu en profondeur, il y a un profil de personnes qui tombent en burn-out. Et moi, ce que je défends... Et c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Moi, ce que je défends... Il y a des gens qui sont immunes au burn-out? Ouais. D'accord. T'as un cas de figure où dans un bureau, t'as deux personnes, ils ont le même manager qui est aussi débile, ils ont la même quantité de travail, mais il y en a un qui rentrera pas. Ça, c'est très intéressant. C'est impressionnant. Et je le dis parce que tu vas l'expliquer mieux que moi, mais je le pressens, donc pour clarifier pour les gens qui voudraient mal interpréter ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de faire culpabiliser la personne d'être rentrée en burn-out et de lui dire c'est toi qui es con. Non, pas du tout. Parce que tu t'es laissé aller en burn-out. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un profil psychologique de gens qui ont cette immunité quelque part. Complètement. Et je suis sûr qu'on va aller là-dedans pour l'expliquer, mais d'abord je voudrais qu'on continue sur le pourquoi les gens tombent en burn-out externe et interne. Du coup, c'est quoi les causes internes? Oui, en fait, le travail, si tu veux, c'est l'étincelle. Mais si t'as pas un pétard à la base, tu peux mettre une étincelle, ça n'explosera jamais. Le pétard, c'est quoi? C'est l'éducation. D'accord. Alors, petit moment de suspense, les gens vont se dire, mais c'est quoi le rapport? Quand tu vas grandir, quand tu es enfant, tu as en toi une énorme peur. On va naître avec cette peur-là en nous, c'est depuis que le monde est monde, depuis que tu as remarqué que les bébés humains, ils sont pas finis, ils ont pas de dents, ils ont pas de poils, ils peuvent pas se défendre tout seuls, ils ont besoin d'être protégés par un adulte. Okay. Et donc, faut imaginer que dans notre inconscient d'enfant, on va avoir une peur fondamentale qui va être la peur d'être abandonné. Okay. Si t'es abandonné, en gros, t'es mort. Donc la nature, le bon Dieu, tout ce que tu veux, l'univers a mis dans ton petit corps d'enfant cette peur. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un ordinateur et qu'il y a un programme par défaut. Voilà. Okay. Donc il y a en toi cette peur. Cette peur d'être abandonné, elle va être nourrie dans ton enfance parce que tu vas entendre de la part de tes parents, de tes proches, bref, de ces protecteurs. Que ce soit un prof, que ce soit un parent. Et ils vont injecter leur propre peur à eux aussi. Ils vont injecter leur propre peur à eux, mais ils vont injecter dans ton code source des modes de fonctionnement par défaut avec lesquels tu vas grandir. Okay. Je te donne 3 exemples, parce que ce sont ces 3 éléments-là qu'on retrouve systématiquement chez les personnes qui sont en burn-out. Systématiquement, c'est-à-dire vraiment. Okay. Un enfant qui va naître, qui va grandir, qui va ramener de l'école un 18 sur 20, et qui va rentrer en disant tout fier à son papa ou à sa maman, regarde, j'ai un 18, et son père ou sa mère lui dit, t'aurais pu mieux faire. L'enfant, dans sa tête, il va pas comprendre. L'enfant, dans sa tête, il va dire, je ne suis pas assez bien pour être aimé, pour être accepté, pour être validé. En gros, donc, je peux être abandonné si je suis pas au top, si je suis pas à 20 sur 20. Voilà, exactement.
Donc il va grandir avec inconsciemment en lui cette espèce de recherche de la perfection. Je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. À 18 sur 20, on te dit tu peux mieux faire. Le gamin, il va grandir avec ça. Et à l'âge adulte, il va devenir perfectionniste. C'est le gars qui va faire plaisir aux mouches, tu vois, qui va aller se donner à fond pour quelque chose qui est déjà très 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 bien. Il va aller chercher le point supplémentaire. Tu vois, la loi de Pareto, c'est le moment où tu t'épuises. C'est les 20% restants où tu vas mettre 80% d'énergie. Donc tu vas t'éclater. Par ailleurs, quand tu as ce truc-là, tu vas aussi avoir en toi un dialogue intérieur qui va te dire « je suis nul, je suis pas assez, je suis nul, je suis pas assez ». Alors ça, c'est toujours la première ou c'est déjà la deuxième ? C'est toujours la première. Okay. On appelle ça, si tu veux, ça c'est en processcom, on appelle ça un driver. C'est un espèce de petit bout de code avec lequel tu vas grandir. C'est le driver, soit parfait. Soit parfait. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle en langage courant, le perfectionnisme. C'est un truc de psychologie. Exactement. Ça va mener au perfectionnisme. Le driver soit parfait. Qui mène au perfectionnisme. Mais qui mène aussi à la maltraitance en permanence. Parce que dans ma tête, je me considère toujours comme incomplet, non parfait. Donc... La maltraitance de soi vers soi. Exactement. La mésestime. Les gens en burn-out, ils ont généralement une estime d'eux-mêmes qui n'est pas géniale. Ils ne se considèrent jamais suffisamment bien parce que dans leur enfance, on leur a jamais dit « je t'accepte tel que tu es » en fait. Et donc ils ont ancré en eux ce driver « sois parfait, je suis jamais assez bien, je dois toujours en faire plus ». Et du coup, là-dedans, ma valeur découle de la perfection. Exactement. Or, la perfection est un standard inatteignable, donc ma valeur n'est jamais validée en fait. Exactement. Un exemple classique... C'est un truc de hamster en fait, c'est la hamster wheel quoi. Exactement. Puis alors un exemple classique que tu peux voir, c'est tu prépares un super dîner, t'invites des amis, tu fais un super gâteau, tes amis sont super contents, ils passent leur temps à te dire « Putain Nico, ton gâteau, il était génial, etc. » Et toi... Ah non, il est raté, j'aurais dû le faire cuire 2 minutes de plus. Tu vois le truc, c'est que ce truc, il est parfait. Mais toi, tu le considères comme imparfait. Et donc, comme on dit souvent, prends le signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on lui fait le signe de reconnaissance, le compliment, donc. Ton gâteau est bien. Et le gars, au lieu de le prendre, il dit non, il aurait dû cuire un petit peu plus ou il est pas assez cuit, machin. Exactement. Et ça, c'est vraiment le problème des gens en burn-out, c'est qu'ils vont toujours se considérer comme incomplets, imparfaits, donc insatisfaits d'eux-mêmes. Ça, c'est le premier driver. Donc en fait, la pression externe, elle vient s'infiltrer dans ce point faible. Bien sûr. En fait. Donc il y a le terrain pour que... Exactement. C'est combustible, comburant. Tu peux pas faire péter un pétard si tu as juste une étincelle mais que tu n'as pas le pétard, quoi. Le deuxième driver, c'est quand tu entends dans ton enfance des choses qui te font considérer que il faut que tu sois fort. Je te donne des exemples. Ça, c'est le deuxième driver. On appelle ça le driver sois fort. Quand tu es petit, que tu as besoin d'aide et que tu vas voir ton père, ta mère et que tu entends des choses du style « dans la famille, on se plaint pas. Dans la famille, on est des costauds. Dans la famille, on ravaille nos larmes. Dans la famille, on serre les dents. On avance. » Tu penses en grandissant que tu ne seras accepté, validé, aimé que si tu te tais, que tu prends sur toi. Celui-là, il est terrible. Parce qu'à l'âge adulte, quand tu as ce driver soit fort, ça fait que tu n'exprimes jamais tes émotions, donc tu n'exprimes jamais tes besoins. Donc, par extension, tu ne sais pas déléguer. Par extension, tu ne sais pas demander à l'aide. Ce truc-là, il est terrible. Pourquoi ? Parce qu'une personne en burn-out va attendre le bout de l'épuisement sans jamais demander à l'aide, mais c'est à ce moment-là qu'elle va craquer. Une personne qui n'a pas le driver soit fort en elle, elle demanderait de l'aide d'abord. Elle s'arrêterait, elle irait voir un médecin, elle dirait « Excusez-moi, là j'ai vraiment besoin parce que je m'en sors pas ». La personne en burn-out, étant donné qu'elle a ce driver soit fort en elle, elle a le dos large, elle prend sur elle, elle serre les dents. Une fois, j'ai entendu... Ce qui est dans une certaine mesure une force. C'est-à-dire qu'il y a de la résistance au stress en réalité. Bah oui, mais justement, elle va l'encaisser tellement fort qu'elle ne... Ouais. C'est une force, mais en même temps, tu sais, c'est la force du guerrier qui ne va pas sentir sa blessure jusqu'au moment où j'ai plus de sang, je meurs en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Je te donne un exemple qui nous est arrivé chez une patiente qu'on a... Une coachée qu'on a accompagnée. Moi, elle m'a dit, tu sais ce qui s'est passé ? Quand j'avais 8 ans, j'ai ma sœur de 6 ans qui est décédée. Et je voyais mes parents qui étaient tellement malheureux que je pouvais pas en rajouter une couche. Donc j'ai serré les dents, j'ai rien dit, je pleurais pas. Fallait que je sois forte. À ce moment-là, à un âge où ton cerveau, il est vraiment comme un terrain fertile, tu ancres ça en toi, tu grandis avec le côté « Allez, c'est moi qui encaisse, c'est moi qui porte tout le monde ». Les gens en burn-out, ce sont des gens forts. Il n'y en a pas un qui est faible. On croit que le burn-out, c'est la maladie des faibles, c'est la maladie des forts.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça se reporte généralement sur le physique. Et c'est là où tu vas voir que c'est vachement marrant, parce que... Pas marrant. C'est là où on va se rejoindre avec ce que tu proposes, c'est que je suis fort. Mon inconscient, il comprend, j'ai le dos large, il faut que j'encaisse. J'ai les épaules larges. Il comprend qu'il faut que je prenne ma place, que je fasse le poids pour. Et tu vas remarquer que très souvent, il va leur faire prendre du volume corporel. J'ai le dos large, je suis fort, j'encaisse. Et on va avoir des gens qui vont prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, prendre du poids, je savais pas que prendre du c'était... poids. Parce que psychologiquement, il y a ce driver soit fort en eux. Et quand on va travailler ce driver soit fort, tac, c'est là où ils vont commencer à perdre leur poids. C'est marrant, hein. Intéressant. Mais tant qu'il y a le côté, il faut que je fasse le poids, il faut que je fasse le poids, il faut que j'encaisse, il faut que j'encaisse, bim. Et puis il y a un troisième driver. Dis-moi. Le driver fait plaisir. Allez, fais plaisir à mamie, mange ta soupe. Allez, fais plaisir à maman, ramène-lui une bonne note. Allez, fais plaisir. Le gamin comprend que il ne sera aimé, validé, accepté que s'il pense aux autres avant de penser à lui. En grandissant, je pense d'abord à mes équipes, je pense d'abord à mes clients, je pense d'abord à mon manager, je pense ensuite à mes enfants quand je rentre chez moi. Et puis quand il est minuit et demi, 1h du matin, que tout le monde est couché, que tout le monde a mangé, que tout le monde... Je peux peut-être penser à moi, mais je m'écroule en fait. Et en plus, tu dis, bon, alors là, je vais vraiment prendre une petite pause. Ah non, mais il faut que je fasse cette... Bon, allez, je passe mon appel. Ouais. Et tu fais ton call alors que tu t'étais dit, je prends une demi-heure. Ils peuvent pas. Et dès qu'il y a un truc extérieur qui arrive, tu fais ce Eh ben call oui. de boulot. Oui, parce que sinon ils culpabilisent en fait. Si tu les sollicites, s'ils savent, mon Dieu, je pense à moi, alors que je pourrais être avec mon fils, le déposer au foot, être avec ma fille, la déposer... Non, je vais culpabiliser. Donc on a ce trio de drivers qui fait que quand t'as ça, t'es une poudrière. Et le, Ouais, surtout les trois en même temps, alors là, c'est... le 3 en même temps, c'est pour moi, c'est le 3, si t'as les 3 drivers, t'es potentiel, t'as une cible. T'as une cible. Ouais. Tu feras un moment, si le facteur extérieur, bien sûr, si ton travail il est cool, tu feras peut-être pas de burn-out, mais si t'as un manager un peu casse-couille, si t'as un travail un peu stressant, là tu risques d'être une bombe à retardement. Et le fait plaisir, pardon, mais j'introjecte ça. Le fait plaisir, il est aussi très facilement manipulable. Bah bien sûr. Surtout par des patrons, justement, qui en Bien demandent sûr. toujours plus, parce qu'il dira jamais non. De toute Mais façon, ils ne peuvent pas dire non. C'est le gars qui va te dire je dis rien, mais quand je dis je pète un plomb. Il ne dira jamais rien. Il est corvéable à merci, exploitable à merci. Puis ce qui est terrible, c'est quand il rentre chez lui et qu'il a des enfants, mais il va faire pareil. Il a des enfants, il a une compagne ou un mari, il va faire pareil. Si tu veux faire si... La personne Dis qui pas est non, en en fait. burn-out, il ne peut pas dire non. Mm. Et ce qui est là où c'est intéressant, c'est que l'acception aujourd'hui, c'est le burn-out est une maladie du travail, mais c'est une connerie. Le burn-out est une maladie non pas du travail, parce que sinon il n'y aurait pas de burn-out familiaux. Il y a des burn-out familiaux. Une maman qui a appris à sois forte, elle prend pas de nounou. Elle fait tout pour elle. Fais plaisir, mes enfants avant moi, moi je peux claquer, c'est pas un problème. Et je suis une maman nulle parce que je suis pas assez parfaite, parce que j'ai pas utilisé la dernière, je sais pas, méthode de pédagogie positive, etc. Elle s'écroule. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça, parce que moi, je suis franco-mexicain, j'ai grandi en Amérique latine, et un truc que j'ai remarqué en rentrant en France, le premier truc que j'ai fait, étudiant, alors que j'avais pas de thune, j'ai pris une femme de ménage. Ouais. Pour moi, j'ai toujours eu une femme de ménage en Amérique latine, évidemment parce qu'il y a un plus d'écart type dans la société, donc ça revient moins cher d'avoir une femme de ménage en Amérique latine, mais tu peux avoir une femme de ménage qui vient 1 ou 2 heures en France par semaine et qui t'aide. Ouais. Et pour beaucoup de personnes de la classe moyenne, même moyennisée en France, c'est genre inacceptable de déléguer le ménage. Genre, C'est ça. mais ils sont pas inférieurs à toi. J'entends des discours complètement... Ouais, c'est ça. Ça participe aussi à la culture. À tout ça, genre, ouais, mais tu vas pas quand même te faire le linge, le sale boulot par quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était une forme de mépris de l'autre que de se faire aider. Ouais. Et du coup, la classe moyenne française, elle est en burn-out parce que tu dois tout faire, tu es censé tout faire. Genre, tu bosses 50 heures par semaine, le soir, tu dois t'occuper de tes gamins. Il y a un soi parfait dans la culture française qui est assez violent. Hein. Parfait, bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais tu remarqueras que dans tous les pays, t'as des burn-out. Tu vois, pendant longtemps, moi, on me disait, ah, c'est marrant, le burn-out, c'est vraiment une maladie d'occidentaux, il n'y en a pas en Afrique. Non, moi, je suis très souvent en Afrique. Je peux te garantir qu'il y a des burn-out de malades en Afrique. Ah ouais. En Afrique, quand tu es le premier de la fratrie, en gros, tu t'occupes de la fratrie. T'es le responsable, t'es le grand frère. Donc, ton argent, tu vas le redistribuer partout. La pression sur toi, t'imagines le fait plaisir, t'imagines le soi fort. Il est costaud. Donc, t'as des gens qui se mettent la rate au courbouillon, qui tombent en burn-out en Afrique.
Au Japon, tu as des gens qui meurent de burn-out parce qu'ils vont jusqu'au bout de l'épuisement et là, c'est leur cœur qui s'arrête. C'est des workaholics, les Japonais. Ouais. Exactement. Ils ne dorment plus, ils ne pensent qu'à travailler, ils s'enfilent des litres et des litres de café et là, c'est le système cardiovasculaire qui dit break, c'est fini, on arrête. Ouais. Adios. Et tu as des crises cardiaques, en veux-tu, en voilà. C'est des burn-out, tu vois, poussés à l'extrême. Le burn-out, c'est une maladie non pas psychologique, mais physiologique. Les gens vont te dire c'est une maladie psy. Non, c'est une maladie physiologique. C'est un stress qui s'est accumulé, avec toutes les doses de cortisol que tu connais, qui génèrent des merdes monstrueuses dans tes tissus, qui font que tu prends du poids, tu fragilises tes tissus, et à un moment donné... Mais juste, explique-moi un peu plus le processus. Donc, revenons un pas en arrière. Donc, tu as les 3 drivers. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment je rentre en burn-out une fois que j'ai ces 3 drivers? Tu as ces 3 drivers. Ok, je suis la cible parfaite déjà. T'es la cible parfaite. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas percevoir, je dis bien percevoir parce que tout est perception, un environnement de stress. Alors ça peut être le manager qui est débile, que tu perçois comme il te met la pression, ou il te met réellement la pression, ou tu le perçois. Ça peut être, je vais être une maman parfaite, j'ai mon premier bébé, oh mon Dieu, je vais me mettre en phase de stress parce que il faut absolument que mon bébé pète dans la soie, que je sois la maman parfaite, etc., et surtout pas me faire aider. Le stress, quand il est ponctuel, il est génial. C'est une adaptation de la nature pour faire que quand tu as un tigre à dents de sable qui arrive, tu as un coup de stress, tu cours plus vite, tes muscles ils se bandent plus fort, donc tu peux être capable de te bagarrer plus fort. Mais un stress qui va durer trop longtemps, c'est là où ça va te bousiller. Donc là, tu vas rentrer dans une phase de burn-in. C'est-à-dire que à bas bruit, tu vas commencer à avoir des petits symptômes. Tu vas commencer à avoir des symptômes musculo-squelettiques. Tiens, j'ai mal au dos. J'en ai plein le dos, j'ai des migraines, mais c'est pas grave, je continue. Allez, je suis un warrior ou je suis une warrior, je prendrai un petit peu un paracétamol et ça ira mieux. Tu vas avoir des troubles cognitifs. Je sais plus où j'ai mis mes clés, j'arrive plus à me concentrer. Tu vas avoir des troubles de l'humeur, tu vas devenir cynique, tu vas envoyer péter les gens. Tu vas avoir des troubles du sommeil. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que le stress s'est tellement accumulé, et là on va te diagnostiquer ton burn-out, qu'un matin tu veux te lever, tu peux pas. C'est comme si, le phénomène c'est ça, la prise se débranche. Et tu ne peux plus bouger. C'est aussi ton corps qui te protège. Hein. Bah oui. Quelque part. Il y a une sorte de logique animale. La machine là-dessus. est bien faite. La machine, elle te dit c'est fini. Stop, t'arrêtes. C'est disjoncteur, terminé. Ouais, c'est pour éviter que tout crame, ça déjoncte le Sauf qu'on a une déconnexion entre la tête et le corps. La personne en burn-out, c'est une personne qui est souvent workaholic. Ouais. Donc quand son corps s'arrête, mais que sa tête, elle a envie de continuer, elle se retourne, elle dit mais allez, bouge-toi le cul. Allez mon corps là, relève-toi. Culpabilisation. Exactement. Ouais. Donc elle culpabilise. Donc son estime d'elle-même tombe encore plus bas que terre. Elle se dit mon Dieu, je pensais que j'étais une warrior et je n'y arrive pas. Comment je m'en sors ? Je suis pas un warrior et du coup son identité qui était liée à je suis un warrior, elle se fait dégommer. Il reste plus rien en fait. Il reste plus rien. Ouais. Et il reste plus rien. Et là en général elle va aller voir le médecin qui va lui dire reposez-vous. Donc la personne elle va se reposer. Et quand elle va se reposer, elle va avoir des résultats. Parce que ma physiologie, on va dire, va se rééquilibrer. Ce qui est bien. Ce qui est plutôt très bien. Et ce qui va se passer, c'est donc tu dirais qu'il faut quand même cette phase de repos. Ah oui, c'est essentiel. Okay. Mais une fois que la période de repos est passée, 15 jours, 1 mois, 3 mois, la personne, elle retourne au travail. Mais elle a toujours ses drivers. Et tout se remet en place. Et voilà. Et donc fait, 6 mois après, t'as compris. Okay. 6 mois après, elle va te dire, j'ai fait un deuxième burn-out. T'as pas fait un deuxième burn-out, Martine. T'as pas guéri ton premier. Mais guérir, c'est quoi alors ? Guérir, c'est aller... Guérir, il faut 3 trucs. Ça, vraiment, tu vois, moi j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. Okay. Jusqu'à me dire vraiment de quoi on a besoin pour ne plus jamais retomber au burn-out. Donc, déjà péter ses drivers. Faire en sorte... Ah ouais. T'imagines si t'as dans ton Windows 10, dans ton iOS, 3 bouts de code qui déconnent, tu peux ajouter toutes les apps possibles et imaginables, ça redéconnera. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est d'aller décorréler ça, de supprimer le driver soit fort, fait plaisir et soit parfait. Ok. Comment tu les supprimes ? Principalement, on va travailler avec l'hypnose et l'analyse transactionnelle. Ok. Parce que c'est logé dans notre partie inconsciente, on va utiliser l'outil spécifique pour aller travailler avec la partie inconsciente, l'hypnose. Mais l'analyse transactionnelle marche très bien. Alors sans rentrer dans un truc trop expert, on va aller travailler sur notre enfant intérieur, mais ça c'est tarte à la crème, et ça m'énerve quand je vois ça sur des magazines, tu peux pas imaginer. Travailler votre enfant intérieur, ça ira bien. Ça veut tout et rien dire.
Puis une personne en burn-out, bien sûr qu'elle a un enfant intérieur soumis. C'est le petit qui écoute les grands. Ouais. Si tu ne travailles que l'enfant intérieur sans travailler sur le parent intérieur, t'as toujours ton parent qui est hyper autoritaire en toi, donc qui va faire que tu vas retomber un jour ou l'autre dans le burn-out. Ouais, juste pour faire la petite parenthèse, analyse transactionnelle, on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le PAE, qui sont 3 modes de comportement, émotion, pensée, soit ce qu'on appelle l'adulte, qui est le réservoir de la logique, de l'ici et maintenant, de la prise de décision, soit ce qu'on appelle le parent, qui est tout ce qui est... les règles, voilà, etc. Et ce qui est l'enfant, donc... la créativité, le jeu, la spontanéité, ouais, exactement. Etc. Et du coup, on se balade naturellement entre les 3 états. Et quand on va un petit peu plus loin, il y a le parent normatif. En fait, chacun se subdivise. Donc, le parent, il peut être soit normatif, soit nourricier. C'est ça. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que le parent normatif, il peut être positif ou négatif. C'est ça. C'est-à-dire, vous me dites, si c'est un peu trop vite, on mettra des notes ou on refera une vidéo là-dessus. Mais en gros, on mettra un bonus là-dessus. Ouais. Mais en gros, le parent normatif négatif, c'est celui qui critique. Ouais. C'est celui qui dénigre. C'est ça. C'est celui qui juge l'enfant. C'est un tyran domestique, en fait. C'est un tyran domestique. Et le parent... Par contre, il ne faut pas croire que tout parent normatif est mauvais. Le parent normatif positif, il pose des limites. Il t'évite de faire des conneries. Il t'évite de jouer avec le feu. Voilà. Ce genre de trucs. Il protège. Exactement. C'est celui qui dit « Attention, traverse pas la route !» pour sauver son enfant d'une voiture qui passe. C'est ça. Donc il a son rôle à jouer. Il ne faut pas croire que tout parent normatif est mauvais. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être que dans la société actuelle, on manque de parents normatifs positifs avec tout ce qui se passe en ce moment. Je pense que la société, ou petite parenthèse sociale, mais je trouve que la société occidentale, française comme américaine, aujourd'hui manque de parents normatifs positifs. Manque de règles, manque de carton rouge quand quelqu'un fait une connerie. Quand t'as pas de règles, tu fais n'importe quoi, ça devient l'anarchie aussi, quoi. Ça devient un peu... c'est le wokisme qui dit qu'il faut toujours babysitter les gens, leur faire des bisous. C'est l'anarchie, ça devient tout et n'importe quoi. Mais nous, si tu veux, on va pas utiliser avec les personnes qu'on accompagne, on va pas utiliser ces mots d'analyse transactionnelle. On fait pas une formation d'analyse transactionnelle. Moi, je leur explique, vous avez un tyran à l'intérieur de vous. C'est ce parent qui te dit à chaque fois, t'es nul, t'aurais pu mieux faire, etc., etc. Et t'as ta partie enfantine qui veut toujours satisfaire ce parent, mais qui peut jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre cet enfant libre, mais on va surtout, à la place de ce tyran, mettre un parent bienveillant. Ok, t'as un 18 sur 20, génial, super. Bravo, super. Ok, t'es tombé, mais non, t'as pas fait une bouse. T'as appris à tomber, génial, tu vas apprendre à te relever. Donc petit à petit, on va reprogrammer ce dialogue intérieur. Exactement, on va reprogrammer le dialogue des personnes. Alors, tu dis t'as l'hypnose, ça ok. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux nous donner d'autres comme outils que tu utilises? Ou si tu devais donner un petit biscuit aux gens qui puissent commencer à le mettre en pratique dans leur vie pour se reprogrammer. Un truc très simple, si on commence par des ruptures de pattern. Tu vois, vraiment, ça c'est le truc le plus simple qu'on fait. Les gens, quand ils arrivent chez moi, je leur fais compter dans la journée le nombre de fois où ils se parlent mal. Oh, je suis bête. Oh, je suis nul. Oh, je suis idiote. Oh, excusez-moi. Tu vois, tout ça, c'est des maltraitances inconscientes. Donc moi, je leur fais faire un truc qui est assez marrant. C'est une rupture de pattern. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se maltraitent. Moi, je vais faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils se maltraitent. Déjà, juste mettre de la conscience. C'est ça. Donc à chaque fois que j'ai une personne qui dit « Oh, je suis bête », moi je fais « Stop, on s'arrête ». Tu fais 10 pompes ou 10 squats. Et maintenant, tu te dis un truc bienveillant. Juste le fait de s'arrêter, marquer le coup, et t'as des gens qui passent leur première journée, leur première semaine tu fais à faire que ça. Non, juste ça. Ah, je suis bête, ah, je suis idiote, ah, je suis machin. Le mot ne sort pas, il reste en moi et je le transforme par un truc de bienveillant. Et là, j'ai un truc à te dire. Je pense, tu connais mieux le sujet que moi, que la plupart des gens qui se disent ça vont se dire la chose suivante. Oui, mais si j'arrête de me dire que je suis idiote, je vais être moins performant. Ah ouais, non, alors moi ils se disent pas ça parce qu'ils sont tellement arrivés droit dans le mur qu'ils se sont rendus compte que leur système fonctionne pas. Donc, et c'est là où c'est vachement intéressant cette question, parce que derrière cette question, il y a un bon coaché pour toi, c'est quoi? Un bon coaché pour moi, c'est quelqu'un qui s'est justement pris le mur. Parce que quelqu'un qui s'est justement pris le mur, il se rend compte que son modèle ne fonctionne pas. Il se rend compte que tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui ne marche pas. Donc il va être très coachable.
D'accord. Donc toi, tu les prends déjà, ils se sont pris une tarte ou deux. Alors, moi, quand je les prends, ils ont vu le médecin, le psy, le psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychopraticien, psycho-énergéticien, naturopathe, ostéopathe. Ils ont vu le gourou, le marabout, et puis ils se disent merde, je vais aller chez ce gourou d'internet. Moi. Ouais. Avec ses nouvelles méthodes, etc., etc. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va travailler justement sur ces drivers. Mais ça suffit pas, les drivers. Pour répondre à ta question, comment on se libère vraiment d'un burn-out, une fois qu'on a fini les drivers, il faut se rendre compte que le burn-out est aussi un problème de management du temps. Et donc, on va adapter le temps de travail de la personne pour aller vers l'efficience plutôt que l'efficacité. On va travailler beaucoup en loi de Pareto. Et on va lui montrer comment on va équilibrer sa vie pro et vie perso à travers un outil qu'on a développé, qu'on appelle la roue de l'équilibre. Efficience plutôt. C'est marrant, moi j'avais plutôt le mot inverse, c'est-à-dire que efficiency. C'est-à-dire, juste pour définir, pour ce que tu appelles l'efficience, c'est. L'efficience, c'est tu vas travailler 2 heures pour avoir 16 sur 20 plutôt que de travailler 10 heures pour avoir 20 sur 20. C'est 20% d'actions qui vont t'amener 80% de résultats. Ton 16 sur 20, c'est une mention très bien au bac. Me casse pas les pieds, c'est bien. Donc l'efficience, c'est de choisir les bonnes actions plutôt que de mieux faire les actions. Et l'efficacité, c'est ce que tu appelles... L'efficacité, c'est scorer. Si tu veux, quand tu fais un match de football, tu fais 90 minutes plus les prolongations et in fine, tu gagnes avec un point. Ton équipe, elle est crevée pour le restant de la saison. De l'autre côté, tu as l'efficience. Tu vas mettre 3 buts d'entrée de jeu et ensuite tu joues en défense, tu te reposes. Et là, ton équipe, tu l'as préservée et ensuite tu peux aller tranquille jouer les autres matchs. C'est vraiment jouer sur ces effets de levier, c'est très loi de Pareto ce qu'on fait. Okay. Mais ça va te permettre d'avoir justement la capacité de dégager du temps. Donc en gros, les gens en burn-out ont cette tendance à quoi ? À vouloir toujours en faire plus aussi. Oui, perfectionnisme. Donc ils se disent pas, je vais choisir le 20% des choses qui vont m'obtenir le résultat minimum viable. C'est ça. MVR, on pourrait définir le minimum viable result, c'est-à-dire quel est mon objectif, quelle est mon intention. C'est ça. Et du moment que j'ai atteint cet objectif, je n'ai pas besoin d'en faire plus. C'est comme dans une séance de muscu. Tu peux travailler par isolation ou tu peux choisir de faire du développé couché, des squats et du soulevé de terre. Moi, je vais faire la deuxième option, tu vois, parce que ça va me travailler tous les muscles en 3/4 d'heure, 1 heure, plutôt que de faire chaque muscle l'un par l'autre avec des exercices d'isolation, ça va me saouler, tu vois, où la séance va durer 2h30 d'un côté et 1 heure de la première. Moi, je vais faire le premier. Je vais travailler en efficience plus qu'en efficacité. C'est marrant parce que Alpha Body, c'est très Pareto aussi. C'est vrai ? C'est en termes de muscu, nutrition, en regard de l'effort que je fais, j'ai le meilleur physique de la Terre. Bah voilà. C'est pas possible de trouver un mec plus flemmard que moi en termes de nutrition. Bah c'est ça. Les gens sont surpris quand ils me rencontrent, mais c'est vraiment vrai. Mais en fait, je fous rien, tu vois. Mais quand il faut, je sais juste là où il faut appuyer pour corriger. Ce n'est que ça. Mon physique. Ce n'est que ça. Si j'ai un petit peu pris de gras, je vais faire mes 3 mois de sèche. Ce n'est que ça. À l'année, et c'est terminé. C'est mon seul effort de l'année. Et c'est comme ça. Et mes gars, mes clients, ils sont surpris souvent. Parfois, j'en ai qui font 5-6 fois à la salle. Alors, j'en ai qui font rien et qui veulent perdre du poids. Donc, il faut les amener à la salle. Mais j'en ai aussi beaucoup qui sont des fans de la salle, qui vont 6 fois par semaine, qui font 2 heures, qui sont hyper musclés, mais qui sont gras et qui n'ont jamais eu le physique qu'ils voulaient. Ah ouais. Et du coup, moi, je corrige un peu la nutrition. Je leur donne les bonnes pistes. Et les séances, on passe à 3 par semaine. Ils sont maintenant. Ils sont tu vas avoir une vie, mon gars. Ouais, il n'y a pas que la salle dans la vie. Et ils sont comme des oufs et ça marche. Bah oui. Parce que on met les bonnes choses. Et pareil, en termes de mouvement, on va réduire leur programme avec 28 mouvements différents à un truc avec 6 mouvements. C'est ça. Et ils paniquent, les gars. Ils disent, alors, je vais tout perdre, machin. Non, tu vas voir, Michel, ça va bien aller. Sauf qu'en fait, ils font, au lieu de faire 50 kilos de poids pour 15 mouvements différents, ils commencent à faire 100-120 avec 3 mouvements. Et crois-moi, le corps, il fait oula, faut les porter les 120. Attends, bouge pas, je vais m'adapter. Ouais, c'est ça. Et ça marche. Bah, c'est pareil. Nous, on a adapté ça à 5 pans de notre vie. Parce que pareil, ça c'est un truc, se remettre d'un burn-out, c'est équilibrer sa vie pro et perso. Mais quand tu dis à une personne, c'est quoi ta vie perso ? Bah, c'est passer plus de temps avec ma famille. Non, ça c'est ta vie de famille. Alors c'est quoi ta vie perso ? Bah, c'est passer plus de temps avec mes amis. Non, mon gars, ça c'est ta vie sociale. Et alors c'est quoi ta vie perso ? Équilibrer sa vie, c'est équilibrer sa vie pro, couple, sociale, familiale et perso. Et c'est quoi perso alors ? Perso, ça c'est une définition super importante. C'est le temps et la relation de qualité que tu passes avec toi-même. Je vais la refaire. C'est le temps et la relation de qualité
que tu passes avec toi-même. Ça veut dire quoi ? Vas-y. C'est le temps et la relation de qualité que tu passes avec toi-même. Voilà. Et c'est quoi ça ? Alors, la relation de qualité, c'est comment je me parle. Ok. Est-ce que je me culpabilise encore ? Est-ce que je me maltraite encore ? Comment c'est mon petit dialogue intérieur ? Mais c'est aussi, qu'est-ce que je fais concrètement pour moi ? Tu vois, j'ai des gens qui me disent, bah oui, j'ai du temps avec moi-même, je fais des trucs pour moi, je vais courir 3 fois par semaine. Et tu leur dis, mais tu aimes ça ? Ah non, j'aime pas, mais faut que je le fasse. Ça, c'est pas une relation de qualité envers toi. T'es encore en train de te pousser dans il faut, je dois. Qu'est-ce que t'aimes faire, toi ? Bah moi, ce que j'aime faire, c'est aller danser la bachata, mais non, j'ai pas le temps, je le fais pas. Est-ce qu'on a beaucoup de gens qui sont au final même déconnectés de leur plaisir, t'en as plein. de leurs besoins. Ils savent même plus qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment. Un des gros symptômes du burn-out, c'est la dépersonnalisation. Ouais. J'ai tellement été dans le fait plaisir que moi, je sais plus qui je suis, ni ce que j'aime, ni ce que je veux. Quand tu vois une personne qui est en burn-out et tu lui dis, mais toi là, qu'est-ce que t'aimes ? Ils savent pas te dire. Parce qu'ils sont déconnectés. Et comment tu reconnectes ? Alors, comment tu les reconnectes ? Moi, je l'ai fait se souvenir de 2 choses. Qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais petit ? Et que t'as abandonné parce qu'un jour t'es devenu trop grand, trop responsable, trop con. Et 2, qu'est-ce que tu fais pendant les grandes vacances ? Ou qu'est-ce que tu te dis que tu ferais à ta retraite quand t'auras le temps ? Et là, il y a des trucs qui viennent. Sauf que ces gens-là, parfois, ils n'arrivent pas à la retraite parce qu'ils se font un AVC avant, ou ils se font une rupture d'anévrisme, ou ils se font une crise cardiaque avant. Et quand tu leur enlèves ce truc-là, de le quotidien, le truc, mes enfants à s'occuper, le truc, le machin, bah moi, quand j'étais petit, ou quand je serai à la retraite, je me mettrai à la guitare, ça sera super. Ok, c'est que t'aimes la guitare. On va te mettre de la guitare, on va te mettre du plaisir, on va te mettre des kiffs dans ta vie de tous les jours, en fait. Et tu vas t'apercevoir que ces choses que tu vas t'apporter à toi vont déclencher un mécanisme hormonal en toi, les hormones du plaisir. Tu vas te donner du plaisir à toi, ça va transformer ta biochimie intérieure et ça va t'amener complètement à avoir un autre mindset. Tu sais, c'est le concept de Tim Ferriss des mini-retraites. Là, dans la semaine de 4 heures, ça. Ouais, je me souviens, Tim Ferriss, moi j'avais trouvé ça brillant. J'avais lu ça il y a 10 ou 15 ans, je sais plus, mais ce concept de tu vois, moi j'étais véto, je l'avais lu ça, j'attendais ma retraite pour kiffer, et lui il te disait non, ta retraite tu l'auras peut-être pas, mon gars. Donc qu'est-ce que tu peux faire pour avoir des mini-retraites toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Avec des cycles. Exactement. Et c'est intéressant, il y a un livre, j'ai oublié le titre, je vais voir si je le retrouve dans la bibliothèque, qui parle de performance, où ils ont fait des tests avec des gens qui étaient chez BCG, tu sais, un des grands cabinets de conseil en stratégie. Il y en a 3, Bain, BCG et McKinsey, où ces trucs stéréotypiques, école de commerce, HEC, les mecs... qui vont bosser là. C'est des consultants qui crachent du PowerPoint. Qui crachent du PowerPoint, mais c'est quand même intense. Tu consultes le C-level des boîtes de CAC 40, et donc tu as très peu de gens qui rentrent dans ces cabinets-là, ils prennent les top écoles et tu bosses 16 heures par jour. Enfin, je la caricature, mais en fait, il faut tout le monde en burn-out parce que c'est pyramidal, il faut que ça dégage en fait. Bien sûr. En fait, il n'y a que le partenaire qui gagne 1 million par an. Et tous les ans, ils virent 10% des gens. Parce que sinon, ils devraient payer tout le monde cher et ça marche pas. Le modèle serait cassé. Pardon si vous êtes consultant, mais il y a un peu de vrai dans ce que je dis. Et c'est top, c'est quand même des métiers intéressants, mais qui frôlent avec le burn-out quand même. Bien sûr. Et pourquoi je dis ça ? Parce que justement, ils ont fait une expérience et ils ont un peu forcé ces gens-là à bosser moins, / prendre une journée où ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Je sais plus exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont réduit les heures et finalement, la performance, elle a augmenté. Donc, intéressant. Bah oui. Ouais. Et il parle beaucoup de cyclicalité, c'est-à-dire que il y a des moments de sprint, il y a des moments de pause, à la fois sur des micro-cycles journaliers et sur des moyens cycles d'1 mois et sur des grands cycles de 3 mois, 1 an. Donc l'idée de prendre des vacances régulièrement, enfin c'est con, mais voilà quoi, pour reset un peu. Et puis, moi, tu vois, je pense aujourd'hui, c'est vraiment... On essaye de faire, en tout cas à travers la méthode que je propose, on fait en sorte que ça devienne une capacité dans la tête des gens d'aller à l'efficience. Moi aujourd'hui je dirige 3 business. Si je dirige 3 business, je vais me mettre de fait en burn-out. Sauf que comme j'ai tellement ancré cette technique de loi de Pareto à l'intérieur de chacun de mes business, je sais justement où est-ce que je vais mettre l'accent pour pouvoir faire en sorte que ça se développe, ça se développe, ça se développe. Tout en me permettant de faire 15 heures de jujitsu par semaine, d'aller m'amuser, tu vois, d'aller voir mes copains, etc. etc. C'est ça qu'on veut injecter. Ça, c'est la deuxième partie, équilibrer la vie.